Bonjour à tous et à toutes. Alors juste en rentrant, on échangeait et on se disait qu'il y avait beaucoup de monde cette année sur ProDurable. Il y a même un étage en plus. Et en fait, la question nous est apparue, est-ce que c'est par intérêt ou par panique ? Donc je trouve qu'en plus, ça colle bien avec le sujet de notre conférence, vu qu'on va parler aussi de la réglementation. Non ? Un petit peu des deux ? Hein ? Ouais. Alors aujourd'hui on va parler de réglementation, mais on va essayer de rendre ça très sympa parce que c'est pas forcément le côté, je pense, qui nous anime le plus, chacun d'entre nous. En tout cas moi c'est pas ce qui m'anime tous les matins. Je suis Béatrice Istam, j'ai fondé il y a 14 ans une entreprise qui s'appelle Green Événements et depuis 14 ans on intervient sur les sujets d'impact pour la filière événementielle. Donc nos clients, c'est des organisateurs d'événements qui vont être des gros événements comme le Festival de Cannes, mais aussi des clients des entreprises pour tous leurs événements corporate, des institutions en France, en Europe. Et on vient nous voir pour nous dire comment est-ce qu'on fait pour réduire notre impact environnemental, mais aussi comment est-ce qu'on fait pour générer des retombées positives sur les territoires, sur la population, etc. Et un de ces sujets, donc quand on a commencé il y a 14 ans, pas la peine de vous dire que la loi n'était... Enfin, voilà, la filière, les événements n'étaient pas très concernés par tous ces sujets. Et donc depuis 14 ans, on se lève tous les matins pour essayer de trouver des solutions et puis d'accompagner ces organisateurs d'événements, ces événements. Depuis quelques années, il y a un sujet, enfin ça fait même de nombreuses années, mais en tout cas ça fait seulement quelques années que beaucoup d'entre nous et d'entre vous s'intéressons au sujet, c'est bien sûr le sujet du changement climatique et du calcul carbone. Et donc ce sujet-là, eh bien, ça fait quelques années qu'on essaie de l'adresser. C'est pas simple sur la partie événementielle. Alors, combien d'entre vous sont des organisateurs d'événements ? Pour qu'on voit un petit peu. Ok, donc qui sont les autres ? Je sais pas. Des prestataires d'un filière événementielle ou peut-être des responsables RSE pour des entreprises qui s'intéressent au sujet ? Ouais, il y en a quelques-uns. Ok. Donc quand on organise un événement, s'intéresser au sujet d'impact, c'est en général finalement presque assez naturel parce qu'on est dans l'humain, dans chercher de la cohérence, faire passer des messages. Donc aujourd'hui, s'intéresser à ces sujets d'impact, c'est assez naturel. Par contre, aller chercher de la data, mesurer le carbone, le piloter, c'est franchement pas simple. Parce que chaque événement, il est souvent différent du précédent. Pour ceux qui ont le bonheur de connaître les fichiers bilan carbone, pour les maîtriser, les mettre en place, aller chercher la data, voilà, refaire à chaque fois sur un événement, c'est un peu une tannée. Et puis franchement, c'est pas fait pour ça, les fichiers bilan carbone. Et donc on s'est dit qu'il y a quelques années, c'est pas parce que c'était compliqué que c'était pas important, et donc il fallait absolument craquer le truc pour trouver une solution et accompagner les organisateurs d'événements sur ces sujets de mesure et donc de maîtrise de l'impact carbone. Et donc Green Événements, on a monté un outil qui s'appelle Climate et qui permet exactement ça. Donc aujourd'hui, ce n'est pas une conférence sur Climate. Si vous voulez voir Climate, on est sur le stand 39, on vous fera des démos avec plaisir. On s'est dit que ce qui peut être intéressant sur ProDurable, et ça on le voit aujourd'hui avec les clients qui utilisent Climate, donc c'est qui ? Je parlais du Festival de Cannes, avec qui on a au départ co-créé l'outil, mais c'est aussi beaucoup d'entreprises. C'est des Decathlon, des L'Oréal, des AXA, qui pour leurs événements, soit internes, soit pour lesquels ils réunissent leur public, décident de s'outiller et donc de systématiser ce calcul, cette mesure carbone, et le pilotage, parce que l'outil permet aussi de choisir de prendre des solutions pour créer des événements plus bas carbone. Et en fait, aujourd'hui, on nous pose la question de nous dire, c'est très bien d'avoir créé un outil, c'est pratique, mais par rapport à toutes les obligations légales qui arrivent, dont ce dont on va parler aujourd'hui, c'est quoi le lien ? Est-ce que ça peut contribuer ? Alors nos clients, ils le font déjà, mais finalement, est-ce qu'on va gagner des points en le faisant par rapport à la loi ? Et puis pour mes petits copains du département d'à côté qui ne le font pas, est-ce qu'il faut que je leur dise que c'est obligatoire dans la nouvelle loi ? Alors, on va essayer de vous éclairer. Maintenant, vous le savez tous, ça bouge beaucoup dans cette filière. Dans cette filière sur le sujet des lois environnementales. La loi, elle va commencer à être applicable à partir de 2024, 2025 le reporting, des choses 2024. Donc tout n'est pas encore connu. Donc on va essayer à nous trois de vous donner les éléments pour prendre vos décisions. Mais peut-être qu'on se reverra dans un an avec des informations légèrement différentes, vu qu'il y a des décrets qui vont tomber au fur et à mesure.
Et donc, c'est une tâche pas simple. Et donc, je remercie vraiment Johanna Ayo qui va m'aider à vous éclairer sur le sujet. Donc, Johanna, je te laisserai te présenter. Tu viens de chez SGS. Et Thomas Launay de BPI France qui va nous partager son expérience, peut-être un petit peu de terrain, en tant qu'organisateur d'événements. Donc, ce n'est pas l'activité principale de BPI, hein, comme la plupart d'entre vous, mais c'est une des activités de BPI. Et c'est intéressant de voir la manière dont vous prenez, accord ou pas, ce sujet. Donc, Johanna, si tu le veux bien, éclaire-nous sur la CSRD. Alors, bonjour à tous. Donc, je suis Johanna Ayo et je suis responsable des produits RSE au sein de SGS ICS, qui est la branche certification du groupe SGS. Alors, très rapidement, le groupe SGS, c'est le leader mondial sur les métiers d'inspection, de testing et de certification. On est présent dans 140 pays à peu près, on intervient dans tous les secteurs d'activité et on a du coup une branche spécifique qui est la branche certification à laquelle je suis rattachée. Au sein de mon service, on va travailler sur 2 types de missions d'accompagnement finalement des entreprises. Des missions d'audit sur des référentiels RSE. Donc on travaille beaucoup sur l'ISO 26000, on travaille beaucoup sur le secteur de l'événementiel durable avec la certification ISO 22121, le label LEED et puis très bientôt un nouveau label. Voilà. Et puis après, d'autres secteurs d'activité et d'autres thématiques RSE, le numérique responsable, la biodiversité, les achats responsables, etc. L'autre mission sur laquelle on travaille, c'est vraiment de l'accompagnement aux entreprises, du conseil, de la formation. L'idée, c'est vraiment de pouvoir accompagner l'ensemble de nos clients pour répondre à leurs questions et leurs besoins en matière de RSE. Une fois que je vous ai dit ça, pour rentrer un petit peu dans le vif du sujet de la CSRD, l'idée, c'était que je puisse vous présenter très brièvement ce qu'est la CSRD, pourquoi c'est important, à quels enjeux elle vient répondre, et qu'on puisse ensuite vraiment vous parler CSRD et événementiel. Est-ce que vous connaissez tous la CSRD? Est-ce que je repars depuis le début? Non, je repars depuis le début? Ok. Du coup, CSRD. Globalement, ce qu'il faut comprendre, c'est que la CSRD, c'est une obligation pour certaines entreprises de reporting extra-financier. Donc d'avoir finalement de publier un rapport de développement durable. La CSRD, c'est un petit peu la petite sœur finalement de la NFRD. Ça va faire beaucoup d'acronymes, mais voilà, pas de panique. Qui obligeait déjà un certain nombre d'entreprises à publier chaque année un rapport de développement durable. Le problème, c'est qu'on s'est rendu compte avec le temps, puisque la NFRD, ça date de 2014, qu'il y avait certaines limites. Et l'objectif de la CSRD, c'est justement de pouvoir y répondre et d'aller un petit peu plus loin, compte tenu également de ce qu'on sait aujourd'hui sur les enjeux du développement durable, sur l'impact de plus en plus négatif sur l'environnement de nos activités, etc. Donc globalement, la CSRD, elle vient répondre à 3 enjeux différents. Un premier qui est l'élargissement, on va dire, des seuils d'entreprises concernées. Donc, globalement, on va passer de 11 000 entreprises concernées actuellement par la NFRD, donc par une obligation de reporting extra-financier, à 50 000 entreprises à peu près d'ici 2028. Donc, on voit quand même une large évolution du nombre d'entreprises concernées qui doivent commencer à s'intéresser à ces enjeux-là, à développer des stratégies RSE, à piloter ces stratégies RSE, à avoir des indicateurs, etc. Donc on est vraiment sur une notion d'élargissement des seuils et du coup d'élargissement du nombre d'entreprises concernées. Le deuxième enjeu auquel la CSRD vient répondre, c'est un enjeu plus qualitatif. L'idée, c'est d'aller plus loin finalement dans ce qu'on vient rapporter, dans les informations que les entreprises doivent prendre en compte et du coup qu'elles doivent publier auprès du grand public. Et je voulais notamment vous parler de la double matérialité. Alors c'est un concept qui paraît un petit peu compliqué mais qui ne l'est pas. L'idée de la double matérialité, c'est d'évaluer les impacts des entreprises sur l'environnement et sur la société, donc globalement sur les enjeux du développement durable, et en parallèle d'évaluer également l'impact de l'environnement et de la société sur l'entreprise. Donc en fait, on ne peut plus séparer avec la CSRD les enjeux extra-financiers des enjeux financiers. On est vraiment sur quelque chose qui doit être vu ensemble. Voilà, c'est plus du tout vu en silo. Et l'idée, c'est de pouvoir vraiment aller plus loin dans l'analyse des impacts, de pouvoir évaluer et étudier ce qui impacte les entreprises, quelles sont leurs priorités et qu'est-ce qui est important pour les parties prenantes. C'est l'idée d'avoir une matrice de matérialité. Et après, de reprendre chacun de ces enjeux pour l'étudier selon ce nouveau prisme inside out et outside out. Pardon.
Donc voilà, donc on est vraiment sur un reporting qui va plus loin en termes de thématiques abordées, qui va plus loin dans l'analyse qui est faite sur ces thématiques et sur la notion d'impact. Ensuite, le troisième enjeu auquel vient répondre la CSRD, c'est plutôt un enjeu de standardisation, on va dire, et qui est en lien avec la qualité. Standardisation du reporting, dans le sens où il faut qu'on soit en capacité de pouvoir comparer les résultats, les indicateurs, les entreprises entre elles. Aujourd'hui, avec la NFRD et le reporting extra-financier, si vous prenez 2 rapports de DPEF, donc des déclarations de performance extra-financière de 2 entreprises différentes, il va être compliqué de pouvoir évaluer le niveau de maturité de l'une par rapport à l'autre parce qu'il n'y a pas d'indicateur commun. Globalement, on y trouve à peu près les mêmes informations, mais dites à peu près comme elles le veulent aussi. L'objectif de la CSRD, c'est vraiment d'avoir des normes, de se baser sur finalement une sorte de formulaire à remplir pour pouvoir ensuite comparer les données entre elles, se baser sur une même liste d'indicateurs. Dans l'objectif aussi, et ça c'est vraiment une politique européenne, de pouvoir potentiellement réorienter certains investissements vers la finance durable. Donc voilà pour la partie un petit peu CSRD. Ce qui est important de savoir aussi, c'est que globalement, quand on parle de CSRD, donc bon, il y a des seuils, etc., ça concerne qu'un certain nombre d'entreprises, mais finalement, est-ce qu'on n'est pas tous concernés? Et c'est pour ça qu'on parle de CSRD aujourd'hui avec la partie événementielle. L'événementiel, c'est une activité qu'on connaît tous, quelles que soient les entreprises. On organise tous des événements, on participe tous à des événements. Et se pose donc la question de, justement, qu'est-ce qu'on met derrière la notion d'événement? C'est quoi un événement, Béatrice? Alors effectivement, aujourd'hui, on va surtout parler, je pense, d'événements d'entreprise, parce que dans le cadre de cette loi, alors je suis sûre que tu les as tous en tête, mais pour donner peut-être des ordres de grandeur, tu as dit que ça passait donc de 11 000 à 50 000 entreprises qui seraient concernées par cette obligation légale. En gros, c'est les entreprises de plus de 500 salariés et puis des critères de chiffre d'affaires qu'on pourra peut-être partager. Voilà. Mais c'est vrai qu'on touche assez rapidement en fait, des ETI, quoi. Donc beaucoup d'entreprises. Et des PME à terme. Et des PME à terme. Donc le sens de l'histoire, c'est qu'en fait, effectivement, ce cercle, il s'élargit. Alors qu'est-ce qu'on considère comme un événement? Il n'y a pas forcément de définition légale aujourd'hui. Par contre, ça va être, nous, en tout cas, on peut le voir chez nos clients, ce qu'ils considèrent en général comme des événements. Ça va être tout ce qui est événement interne, qui va aller du séminaire de BU à parfois même des réunions de COMEX qui peuvent avoir un côté événementiel, soit en interne, soit en externe. Et puis, bien sûr, tout ce qui est communication externe. Donc, quand on réunit ses parties prenantes, ses clients, ses fournisseurs, voilà. Donc, c'est les deux grosses typologies. Et à chaque fois, on voit bien qu'il y a un sujet, mais tu vas peut-être en parler, en tout cas pour les grandes entreprises, de cohérence finalement entre le sujet d'impact global de leur activité et la manière dont ils réunissent leur public, puisqu'il y a des enjeux là-dessus aussi bien en interne qu'envers les clients et les partenaires. C'est ça. Et avec la notion d'événement, on sait à quel point c'est une activité qui pollue, qui a un impact qui peut être positif, on l'a vu avec le lead, mais surtout qui est négatif, en tout cas sur la partie environnementale. Et voilà, et c'est aussi dans ce contexte-là qu'on souhaiterait et qu'on souhaitait vous parler de l'événementiel et notamment de la CSRD, puisque la CSRD va prendre en compte, en tout cas, une certaine partie, toutes les parties du développement durable, bien évidemment, mais là, on va se concentrer vraiment sur une partie en particulier, qui est la lutte contre le changement climatique, qui est voilà, une énorme thématique abordée au sein de la CSRD et qui va amener des nouvelles obligations réglementaires pour les entreprises quant à la thématique du carbone. Ce qui est intéressant avec la manière dont la CSRD a approché les choses sur la thématique du changement climatique et sur la thématique du carbone, c'est qu'elle s'est vraiment basée sur globalement une gestion un petit peu de projet RSE. Une gestion de projet RSE, c'est de mon point de vue, mais je pense qu'on le pilote tous de la même manière, c'est en 4 étapes. Une première étape de diagnostic, une étape de réalisation d'un plan d'action sur la base de ce diagnostic-là. On met en place les actions, on les suit via des indicateurs d'impact, et ensuite on évalue justement ces impacts-là via un nouveau diagnostic, et on est dans un cercle vertueux d'action d'une stratégie RSE qui avance et qui est pertinente. Au niveau du carbone, il va y avoir de nouvelles obligations réglementaires pour les entreprises concernées par la CSRD qui vont se baser en fait sur les différentes étapes de la vie finalement d'une stratégie RSE.
La première étape, c'est le diagnostic. On va demander aux entreprises de réaliser un bilan carbone non plus sur les scopes 1 et 2 uniquement, mais également sur le scope 3, c'est-à-dire sur les émissions indirectes liées à l'ensemble de la chaîne de valeur de l'entreprise. Donc ça, c'est pour la partie diagnostic. On va ensuite leur demander, sur la base de ce bilan carbone, de travailler un plan d'action, une trajectoire bas carbone, c'est-à-dire d'identifier les postes les plus importants et sur la base de cette identification, de pouvoir identifier des leviers d'action pour baisser les émissions de cette entreprise. On va ensuite leur demander de mettre en place les différentes actions, de réaliser un nouveau diagnostic, un nouveau bilan carbone à une échéance qui sera peut-être à revoir, puisqu'il y a des discussions en cours sur justement les délais entre les bilans. Et tout ça, ça doit également s'inscrire dans une stratégie un petit peu plus macro, puisqu'on demande aux entreprises concernées par la CSRD aujourd'hui d'adhérer finalement à ce qu'on va appeler le SBTI, donc le Science Based Target Initiative, qui est une initiative volontaire dans laquelle les entreprises s'engageaient, en tout cas jusqu'à présent, dans le but de, en collectif, réaliser des efforts sur la thématique du carbone pour se limiter effectivement à un réchauffement climatique qui ne soit pas supérieur à 1,5 degré. Donc tout ça, c'est inclus dans la CSRD, c'est des nouvelles obligations qui arrivent. Et en tant que acteur potentiellement de l'événementiel, qui organise des événements, qui accueille des événements, finalement, vous êtes aussi concerné par ces obligations-là, compte tenu du fait qu'un événement, on l'a dit, ça concerne tout le monde, y compris les acteurs. Donc les acteurs qui sont concernés par la CSRD, les acteurs qui ne le sont pas, mais qui sont partenaires, prestataires de ces donneurs d'ordre-là, et qui, eux, vont devoir rapporter finalement ces émissions. Merci. Alors, moi, quand j'entends et quand je vois en fait la philosophie de cette nouvelle réglementation, déjà, j'ai envie de dire, j'ai l'impression qu'on est assez aligné avec l'intérêt général. Parce que quand tu parles de trajectoire, des 1,5, des accords de Paris, là, pour la première fois, donc non seulement on demande de la mesure, mais en plus, on demande des plans d'action et des résultats. Et en plus, le nombre d'entreprises concernées s'élargit. Donc j'ai l'impression que c'est quand même plutôt une bonne nouvelle en tant que citoyen. Voilà, pour nous, qu'on oblige. Alors, il y a de plus en plus de gens qui ont envie, mais il y a aussi eux qui ont peut-être moins envie. Et puis, on sait qu'il va falloir aussi passer la seconde sur ces sujets. Donc, globalement, moi, je dirais que c'est plutôt des bonnes nouvelles que tu nous annonces, même si ça vient sous le coup d'une réglementation et que ça ne va pas durer au départ. Essayons de le voir comme un rêve et comme une bonne nouvelle, qu'on doit tous avancer sur le sujet. Maintenant, je pense que la question, et du coup, dans des rôles respectifs, que nous, on peut se poser, c'est comment est-ce qu'on fait par rapport à là où on a de l'impact pour contribuer, pour jouer le jeu finalement de tout ça, et puis faire aussi bien, voire mieux que ce que la loi nous demande, puisqu'une fois de plus, certes, c'est une loi, mais au-delà de ça, on parle de sujets physiques, d'intérêt général, de changement climatique, d'impact pour nous, nos enfants, le monde. Voilà, donc c'est intéressant de voir, je trouve, et merci beaucoup pour cet éclairage, que la loi va dans cette dynamique. Maintenant, comment est-ce que nous, on fait pour aller plus loin ? Donc, j'ai déjà un petit peu raconté, nous, ce qu'on faisait en tant que facilitateur, société de conseil. On essaie de rendre les choses possibles, et je pourrais peut-être en redire un petit mot après. Mais Thomas, toi, en tant que représentant de BPI France, comment est-ce que vous faites pour jouer le jeu de ça ? Et notamment, puisque c'est le sujet aujourd'hui, sur la partie événementielle. Alors, comme tu l'as dit justement, le sujet est extrêmement complexe à prendre. Alors, comme tu l'as dit aussi tout à l'heure, justement, on a encore des zones d'ombre par rapport justement à ce qui nous est demandé par CSRD. On attend encore justement certains décrets pour préciser un peu concrètement comment on va se décliner opérationnellement. Et je vais quand même repréciser. Alors, BPI France, donc on est un acteur financier. On est là vraiment pour financer et accompagner toutes les entreprises de toutes les tailles à chaque étape de leur développement pour pouvoir justement accélérer. Dans ce cadre-là, on a quand même, du coup, on participe et on organise des événements, puisque nous, on n'a pas la philosophie justement d'être juste là pour donner des moyens financiers. On est là vraiment pour être au plus proche des entreprises et les aider concrètement justement dans toutes leurs étapes, à être présents, à les accompagner tout au long. Et ça va passer aussi notamment par de la visibilité, par de la communication, où on va justement mettre en valeur de nouvelles solutions pour la transition écologique, par exemple. Et ça va passer donc par des événements. Alors ces événements, on a quelques-uns
qu'on pilote ou on organise ces événements. Alors, on fait ça grâce notamment à des partenaires. Justement, alors, effectivement, tu présentes, c'est notamment des illustrations de Big, qui est notre événement annuel qui se déroule à l'Accor Arena, où là, du coup, on le réalise avec notamment des partenaires pour le réaliser. On a aussi le jour E, qui est réalisé, et à chaque fois, donc, du coup, on arrive à rassembler tout un écosystème pour accélérer sur ces sujets. Lorsqu'on voit justement ces nouvelles obligations arriver par rapport à CSRD, il faut savoir que une des zones d'ombre, c'est que pour l'instant, il est demandé par rapport au scope 3, parce que l'événementiel avec nos partenaires, forcément, c'est dans notre scope 3, c'est demandé que ça soit une part significative. On doit reporter à partir du moment où c'est une part significative. Problème, alors, nous, on est un acteur financier. Dès lors qu'on a une entreprise qui est cliente ou qui est partenaire chez nous, ces émissions deviennent aussi notre scope 3. Donc ça veut dire qu'en réalité, notre partie événementielle, ça représente presque rien au niveau de notre scope 3. Donc on n'a pas l'obligation en tant que telle, pour le moment, en attendant du coup d'avoir les décrets d'application, parce que si la partie événement du coup est refoncée avec les décrets, on va peut-être avoir l'obligation, mais pour le moment, du coup, on n'a pas l'obligation de reporter. Pour autant, il faut qu'on soit cohérent. Il faut qu'on soit cohérent par rapport à notre démarche, puisque de plus en plus d'entreprises s'engagent, souhaitent justement aller dans cette direction de trajectoire bas carbone. Nous-mêmes, on est Banque du Climat, donc pour nous, c'est important que ça soit cohérent dans notre démarche et dans l'accompagnement qu'on réalise. C'est pour ça qu'on mesure le bilan carbone de Big, on mesure le bilan carbone du jour E, et même on est labellisé LEED sur le jour E, puisque ça fait sens par rapport à notre démarche. C'est là où justement, où on a encore justement des choses, plein de projets à développer, c'est sur tous les autres événements. C'est même dès lors que justement on est partenaire d'un événement et qu'on vient avec un stand, en réalité, il faudrait qu'on mesure justement à tout prix les bilans de gaz à effet de serre. Par exemple, je prends l'exemple aujourd'hui. ProDurable, nous, BPI France, on est partenaire majeur de ProDurable. On a un grand stand du coup en bas. À chaque fois justement, lorsqu'on on est partenaire, à chaque fois justement, on vient vous embêter pour certains justement sur le fait qu'on veut avoir un stand éco-conçu, qu'on veut justement limiter à tout prix l'impact environnemental, même si on est là juste en tant qu'exposant. Mais comment le quantifier? Comment arriver justement donc, du coup, à avoir un calcul de bilan de gaz à effet de serre qui soit précis et qui soit juste? Parce qu'il y a un problème de fiabilité des données. Il y a un problème notamment aussi du fait qu'on a beaucoup d'interlocuteurs, on a beaucoup de partenaires, de prestataires différents. Et toutes ces problématiques, justement, il faut qu'on s'y attaque. Il faut qu'on s'y attaque maintenant parce qu'il ne faut pas qu'on attende derrière que ça soit des obligations qui nous obligent à le faire. Il faut que ça soit cohérent par rapport à notre démarche. Et c'est pour ça que derrière, on travaille avec tous nos prestataires et tous nos partenaires pour essayer justement d'aller dans la bonne direction. Même si aujourd'hui, on ne le valorise pas vraiment, on ne valorise pas justement, on ne se met pas forcément en avant par rapport à ça, parce qu'on a encore du chemin à faire, mais en tout cas, on souhaite aller dans cette voie-là. Si tu veux, je te donne mon micro. Non, on va essayer de rester dans les bonnes pratiques, des gestes. Voilà. Alors, on a prévu à la fin, donc je commence à vous le dire pour vous commencer, si vous avez des questions, à les formuler, du temps pour des questions-réponses. Donc voilà, vous pouvez commencer à réfléchir. Juste sur le sujet de faire sa part. Et effectivement, comme tu dis, la problématique, une fois qu'on s'est rendu compte pour des questions légales ou de cohérence qu'il fallait y aller, nous, notre boulot, c'est d'essayer de proposer des choses qui sont utilisables. Et comme tu le dis, sur un stand, il y a beaucoup de prestataires, faut que les données soient fiables, faut que les facteurs d'émission qui convertissent soient fiables. Voilà. Donc, en gros, nous, c'est ce qu'on fait depuis maintenant 2 ans. L'histoire de Climate, c'est que c'est un outil qui a été vraiment créé avec des professionnels. Donc, je vous le disais au départ, c'est le Festival de Cannes qui nous a commandité un outil. Et ensuite, on l'a très vite testé avec plein d'agences, d'annonceurs sur des événements très concrets pour voir ce qu'un chef de projet, en fait, notre cahier des charges qu'on s'était donné,
On s'est dit, pour avoir de l'impact, il faut que ce soit un outil, qu'un chef de projet événementiel sans Bac+12 en développement durable soit en capacité d'utiliser et à la fin d'avoir des informations fiables. Parce que si on ne le met pas dans la main du chef de projet, de celui qui prend les décisions de choisir tel ou tel traiteur, tel ou tel aménagement, ça restera un outil de mesure. Et très franchement, la mesure, enfin, en tout cas, moi, c'est pas pour ça que je me lève, ce ne sera pas un outil d'impact. Et on voulait un outil qui permette de piloter les choix. Et donc, Climate permet aujourd'hui de faire des scénarios quand on organise un événement et donc de donner soit à son client, soit à son décideur en interne, soit pour soi-même, différentes pistes et donc d'acter pour des événements bas carbone. C'est bien ça la vraie ambition. Donc, ce boulot, on l'a fait puisque depuis 1 an et demi, donc, on a eu des centaines d'événements qu'on a utilisés, on a revu pour que ce soit facilement utilisable et fiable. Et maintenant, le travail qu'on mène pour être toujours à l'écoute aussi de ces obligations légales et puis vous aider aussi là-dessus, c'est que bientôt l'outil, alors on travaille avec eux main dans la main depuis le départ, l'association Bilan Carbone, l'ADEME l'a utilisé sur des événements, mais là on va le faire réauditer par l'association Bilan Carbone et en plus on va le faire... c'est quoi le mot exact, certifié, on va faire vérifier par une partie tierce indépendante que les allégations environnementales des entreprises qui l'utilisent sont bien en adéquation avec la loi. Donc on mène aussi ce travail, même si le travail de fond, c'est que ce soit très viable sur le résultat, etc., pour que ce soit vraiment utile par rapport aussi à ces obligations légales, avec un gros travail à l'international, vu que c'est un outil qui fonctionne à l'international. Voilà, donc là aujourd'hui c'est notre part, nous, de l'affaire de l'histoire. Il y a la loi, l'État qui fait notre part de l'histoire, et puis après il y a chacun d'entre vous, les entreprises, qui décidez ou pas de vous saisir du sujet. Mais en tout cas aujourd'hui, je pense que vous avez en main les éléments pour avancer. Tu voulais peut-être... C'est ça. Alors je veux juste rajouter une chose parce que c'est vrai que, comme tu l'as dit, avoir de la donnée pour avoir de la donnée, ça ne sert pas à grand-chose. Il faut la piloter, il faut savoir justement en tenir compte pour pouvoir s'améliorer sur le long terme. Parce que, ne soyons pas naïfs, la CSRD, pour l'instant, c'est juste une obligation de reporting. On doit juste dire ce qu'on fait, les données qu'on a pu collecter. Il faut quand même qu'on se rappelle que derrière les objectifs qu'on se place, même par rapport à l'Europe, c'est de devenir le premier bâtiment bas carbone. C'est qu'à 2050, on atteint la neutralité carbone. Moi, en tout cas, je le pense, mais on est très en retard. La neutralité, on ne va pas y arriver. Et lorsque justement on va commencer à se rendre compte qu'on va être en retard, est-ce que CSRD, ça ne serait pas justement un point d'appui pour après avoir des obligations de résultat? Et si on a des obligations de résultat par rapport à la performance environnementale, pour les entreprises, il faut absolument qu'on ait déjà fait un bon travail de reporting pour après pouvoir piloter et mettre en place des mesures concrètes et impactantes pour vraiment accélérer et passer vraiment la deuxième vitesse. Voilà. Merci. Et puis dans le sujet animation, parce que c'est vrai que c'est toujours, moi je trouve ça dur. Je l'ai fait parce qu'on a beaucoup la question, on a choisi ce thème de conférence, mais c'est vrai qu'on essaie plutôt d'entraîner sur des sujets positifs. Il faut les deux. Nous en tout cas, on croit beaucoup chez Green Événements et Climate au fait que se rencontrer, comme en ce moment, passer du temps ensemble, faire toujours conserver les rencontres entre les collaborateurs et les clients, c'est absolument clé. C'est aussi ce qui fait un petit peu le sel de pourquoi on se lève tous les matins. Donc, travailler sur ces sujets et les anticiper, c'est aussi se prémunir de situations où demain on pourrait décréter qu'il y a, comme c'est arrivé pour d'autres raisons, qu'il n'y a pas d'événements, qu'il y a moins d'événements, qu'on est tous derrière notre ordinateur. Et moi, j'ai pas très envie de ce monde-là. Et je pense qu'une manière de contribuer à ça, c'est aussi de devancer les choses et puis de démontrer qu'on peut faire tout ça de manière, on parle de lead, voilà, sans déchets, avec peu de carbone, en étant aussi inclusif sur les populations qu'on accueille. Donc voilà, j'ai envie de vous dire, voilà, il y a la loi, mais on peut aussi y mettre du cœur. Je trouve que c'est plus enthousiasmant d'aller sur ces sujets avec du cœur. C'est ça, faut pas qu'on soit passif, faut qu'on enlève les œillères et qu'on y aille. Est-ce qu'il y a des questions dans la salle? Alors ça peut être très technique sur la CSRD, si vous voulez plus de détails. Ou peut-être sur la démarche de la BPI ou sur l'outil. C'est vrai qu'on préparait des questions. J'en profite pour dire, si vous êtes timide ou s'il y a d'autres choses qui vous viennent après,
qu'on sera tous, on est sur le stand de South Pole, qui est le stand 39. Et donc là, on y sera tous les 3 pendant la prochaine heure. Donc on pourra vous y recevoir avec plaisir pour soit se faire challenger si vous avez des questions, faire des démos. Tu pourras peut-être répondre aussi, détailler ce que vous faites. Effectivement. Je continue de parler pour essayer des questions. Il y en a une là-bas au fond. Ouais. Oui, bonjour. Entre le bilan carbone d'un événement et puis une analyse de cycle de vie d'un événement, en fait, est-ce que vous pourriez nous faire la distinction et puis conseiller l'un ou l'autre en fonction des circonstances, des types d'événements? Vous posez la question parce que vous faites aujourd'hui l'un ou l'autre? Non plus. Ni l'un ni l'autre. Ni l'un ni l'autre. Mais on réfléchit à le faire, mais en fonction des types d'événements, des questions qui se posent, justement, voilà. Alors aujourd'hui, c'est déjà un petit peu un abus de langage quand on dit bilan carbone d'un événement, vu qu'on est finalement un petit peu sur un produit. Donc normalement, il faudrait dire plutôt l'empreinte carbone. Bon, voilà. Et c'est effectivement, on va dire, un mix entre finalement ce qu'on propose ici, un mix entre la logique bilan carbone et la logique analyse de cycle de vie, puisqu'on prend bien en compte dans le cadre du calcul de l'empreinte carbone, de l'évaluation carbone d'un événement, l'analyse de cycle d'un certain nombre de produits qui vont contribuer à l'événement. Je vous donne un exemple. Quand on travaille par exemple sur la partie stand, on travaille avec beaucoup d'organisateurs de salons et avec des standistes. Quand on travaille sur un stand, on prend en compte le nombre d'utilisations des matériels sur l'impact carbone. Donc en fait, on est sur un entre-deux entre le bilan carbone et l'analyse de cycle de vie, du fait que l'événement en fait est composé d'un certain nombre d'indicateurs et de sujets qui vont toucher à l'un ou à l'autre. Tu voulais dire, Thomas? Non, mais c'est exactement ça. Après, dans tous les cas, c'est vrai que quand on utilise justement l'empreinte carbone, c'est un peu dans le coup, c'est vraiment une unité de mesure globale. Tout le monde comprend justement le CO2, le taux de CO2, donc c'est vraiment un peu la facilité de faire justement un équivalent. Mais dans tous les cas, il est important de combiner les deux. Je prends par exemple l'exemple d'aujourd'hui de Pro Durable, c'est que on avait demandé justement, quand on a fait le stand, on voulait absolument que la cloison de l'Agora BPI France soit faite à partir de déchets textiles. Parce que comme ça permettait justement de réutiliser des déchets et donc du coup de pouvoir en produire une nouvelle chose. Et en soi, ça se répercute donc du coup par un bilan carbone moins élevé, mais ça va même plus loin que ça. Parce qu'on va justement réutiliser des déchets qui de base donc, du coup, devaient être incinérés et qui devaient donc du coup finir leur vie dans l'environnement. Mais en tout cas, tous ces sujets de méthodologie, c'est une très bonne question parce qu'ils sont complètement en train d'être créés. Il n'y a pas de loi en fait qui définit aujourd'hui le périmètre d'un bilan carbone d'événement, et c'est pour ça qu'il est fondamental d'être en discussion avec les autorités, les institutions représentatives et qui vont avoir la voix au chapitre. Et c'est typiquement pour ça qu'on travaille main dans la main avec l'association Bilan Carbone, que l'outil va être audité pour se mettre d'accord. Et que, parce que quand tu dis la CSRD demande ça aussi, qu'on puisse faire des comparaisons aussi, déjà au sein d'une même boîte entre ces événements, entre deux entreprises. Et pour ça, il faut qu'on se mette d'accord sur les périmètres et si on parle de bilan carbone, d'ACV, etc. Donc c'est en cours. Bonjour, j'ai une petite question, je suis tout au fond aussi. Une question d'accessibilité de ces outils et de savoir si l'outil Climate ou d'autres, enfin s'il y a d'autres outils et comment est-ce qu'ils sont mis à disposition. Par exemple, j'interviens dans des écoles pour justement sensibiliser les étudiants aux métiers de la communication et du marketing, et si je veux leur montrer un outil propriétaire, je ne peux pas. Donc comment est-ce qu'on leur donne aussi à eux, qui sont les futurs professionnels de ce secteur, comment on leur donne envie de les utiliser et que ce ne soit plus un sujet de reporting casse-pied, mais au contraire un outil facilitateur. Alors, du coup, je réponds aussi. Climate, effectivement, c'est une plateforme qui est accessible en ligne avec un système d'abonnement et de crédit, donc c'est payant.
Alors on essaie de faire des coûts les plus accessibles possibles. Nous, on est une entreprise de l'ESS et notre ambition, c'est vraiment que ce soit accessible par tous, mais après tout en finançant un produit de qualité derrière. Voilà. Sur ce genre de sujet, on est complètement à l'écoute pour trouver des solutions, vu que l'unique ambition, c'est de mettre à disposition d'un maximum de personnes ce type d'outils pour rentrer dans la réduction carbone. Donc aujourd'hui, on intervient dans des écoles, on fait des démos, etc. S'il y a manière d'impliquer des étudiants le plus tôt possible, on trouvera une solution de le faire avec grand plaisir. On m'entend ? Oui. Je comprends très bien, enfin, je suis complètement d'accord pour dire que le but, c'est pas de coller à la réglementation et de faire le strict minimum en termes de reporting sur le bilan carbone. Il me semblait que le reporting sur le scope 3, cette année, il avait été décalé dans le cadre de la CSRD d'1 an. Et du coup, ma question, elle porte sur le champ d'application de la CSRD. Enfin, est-ce que vraiment les événements des entreprises la mesure d'empreinte sur les événements d'entreprise va être obligatoire dès 2024 ? Oui, j'ai commencé. Alors, il y a encore pas mal de changements, hein, vous l'avez dit, il y a beaucoup de choses qui bougent. Aujourd'hui, il y a aussi pas mal de choses qui sont sujets à interprétation, à discussion, à analyse. De notre point de vue, les événements, et en fonction des typologies d'événements, en fonction de l'endroit où ils sont organisés, etc., peuvent rentrer dans le scope 2 ou le scope 3. Avec un certain nombre d'émissions qui vont rentrer dans le scope 2 sur certains événements, un certain nombre d'émissions qui vont rentrer dans le scope 3 sur certains événements. La notion de significatif, c'est pareil, ça va dépendre de l'événement, des typologies, des parties prenantes intéressées et qui vont participer. Je pense que pour l'instant, il n'y a pas encore de vraie grille de lecture au niveau de la CSRD sur l'événementiel et sur la notion d'événement. C'est quelque chose qu'on attend, qui va être précisé. Après, c'est aussi... Et ce qu'il faut aussi entendre, c'est qu'il y a une réglementation qui arrive. Il y a aussi un temps d'adaptation qui va être laissé aux entreprises derrière. L'idée, c'est pas que tout le monde et que le reporting de tout le monde soit parfait dès la première année où il rentre en application pour cette typologie d'entreprise-là. Il va y avoir des évolutions. On est sur une entrée qui va être progressive à partir de 2025, donc à partir de 2024, avec un reporting en 2025 qui va s'arrêter en 2028 pour les dernières entreprises concernées. Et après, il va y avoir aussi des évolutions derrière. Donc, j'ai envie de dire, attendons. Pour l'instant, on n'a pas vraiment assez d'informations pour avoir une réponse qui soit fermée et en tout cas qu'on soit suffisamment confiant pour répondre là-dessus. Mais il y a quand même pas mal d'éléments qui nous permettent de déterminer qu'effectivement, scope 2, scope 3, ça va rentrer dedans et que en fonction de la typologie, je vais te laisser compléter. Mais qu'en fonction des événements également, elles vont être significatives. Alors, sur la partie scope 2, les événements qui sont au scope 2, donc en interne, etc., ça, il n'y a pas de sujet. Sur la partie scope 3, qu'est-ce qui est significatif ? Donc, je ne sais pas, je pense qu'ici, tout le monde n'est pas expert sur ce sujet, mais en gros, ce que dit la CSRD, c'est que il est obligatoire d'évaluer les émissions significatives. Les émissions significatives, c'est décrit aujourd'hui par... en gros, il y a 2 axes. Il y a ce qui est... donc, le terme, c'est en gros... en quantité, enfin, qui est très représentatif en termes de quantité d'émissions carbone. Donc là, selon les entreprises, ça va coller ou pas. Donc il y a une partie quantitative. Et il y a une partie qualitative. C'est-à-dire si des émissions, par exemple, ont une influence sur les parties prenantes, enfin une activité de l'entreprise a une influence sur les parties prenantes, ou alors, si une activité est stratégique ou machin par rapport aux parties prenantes, et il y a un dernier point, notamment sur les collaborateurs. Ah oui, une activité permet d'engager les collaborateurs sur les sujets de la transition et du climat. Donc, à chacun d'interpréter sur chaque activité ce qui colle ou pas. Nous, aujourd'hui, nos clients grands groupes, après, c'est aussi nos clients, donc c'est biaisé. Mais en tout cas, ceux qui viennent nous voir, c'est qu'ils ont déterminé
que l'événementiel faisait partie en fait de ce scope des émissions stratégiques. Et il y a même plusieurs grands groupes où c'est en stratégie numéro 1 parce que c'est le premier lien avec l'ensemble des parties prenantes, que ce soit collaborateurs internes ou externes. Voilà. Maintenant, effectivement, il n'y a pas de décret qui passe toutes les activités une par une et qui dit d'un côté ou de l'autre. Donc c'est un faisceau d'indices qui va déterminer ça. Voilà. Mais du coup, a priori, le scope 3, moi, ce que je comprends, c'est que c'est quand même pas pour tout de suite. Ah si, le scope 3 significatif, c'est pour tout de suite, c'est pour 2025, reporting 2024. C'est-à-dire qu'il faut commencer à compter en 2024 pour... ça, c'est... Ok, d'accord. Mais en ayant en tête, encore une fois, que voilà, on est sur une nouvelle obligation. Le scope 3, ça ne faisait pas partie du scope qui était obligatoire auparavant. Voilà, il va y avoir aussi une période un petit peu de laisser passer sur ces questions-là. Après, dans tous les cas, oui, il n'y a pas encore d'amende dans tous les cas, mais dans tous les cas, ce qui va arriver justement pour le scope 3, c'est que ça concerne uniquement pour l'instant les entreprises qui étaient avant soumises à NFRD, donc plus de 500 salariés. Pour celles qui sont donc du coup à plus de 250 salariés, ou pour elles c'est un nouvel exercice ou qui ne connaissent pas, ils auront donc du coup un peu plus de marge. Et donc c'est pour ça. Et même pour vous dire, c'est que même les PME qui sont cotées, les PME cotées, pour elles, c'est en 2028 le premier exercice. Donc ils ont encore plus de temps pour justement être bons. Oui, pardon, c'est vrai qu'on aurait pu le préciser. Il y a vraiment une question de seuil. En fait, les 50 000, ce que j'ai dit en introduction, les 50 000 entreprises qui sont concernées par la CSRD, elles vont rentrer dans cette obligation-là au fur et à mesure. Donc, on va commencer en 2025 sur l'exercice 2024 par les entreprises qui sont déjà concernées par une obligation de reporting, donc qui publient déjà aujourd'hui des déclarations de performance extra-financière. L'année suivante, on va baisser un petit peu le seuil de nombre de collaborateurs. Donc, ce sont des entreprises à partir de 250 collaborateurs avec un chiffre d'affaires de 40 millions d'euros et ou un bilan de 20 millions qui vont rentrer donc sur 2026, sur un reporting 2026 sur l'année 2025. Après, vont rentrer les PME cotées et ensuite vont rentrer les entreprises non européennes mais qui ont des activités, des filiales au sein de l'Union européenne. Donc ça va être vraiment très 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 progressif. Par contre, on confirme qu'au niveau du scope 3, c'est déjà à prendre en compte, en tout cas pour celles qui sont concernées sur le reporting 2024. Voilà. Et donc, je crois que nous avons atteint l'heure d'utilisation de cette salle. Avec plaisir pour vous accueillir, pour suivre les débats, soit très techniques sur la loi, soit plutôt pour faire des petites démos sur vos événements, sur le stand de 39. Et merci à tous pour vos questions et votre intérêt. Merci Merci beaucoup.